Depuis la réforme du droit pénal sexuel et la décriminalisation de la prostitution en mars 2022, les travailleurs et les travailleuses du sexe, ainsi que les différents acteurs de terrain que nous entendions dans le premier volet de ce reportage, observaient que les effets liés à cette décrime sont encore timides. La loi de contrat de travail pour les TDS est une grande avancée sur papier, mais ne transforme pas leur quotidien. Par contre, l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées ont insisté sur un des espoirs qu'ils et elles portent dans cette décrime, à savoir la déstigmatisation de la prostitution. La décriminalisation permet, Isabelle Jaramillo, coordinatrice et assistante sociale chez Espace P, de parler, je dirais, de manière plus légitime de situations qui ne l'étaient peut-être pas au préalable avant cette loi, mais pour lesquelles, en fait, il y a encore beaucoup de travail dans le cadre des changements de mentalité. Que ce soit les comptables, qui pourraient encore avoir des idées reçues sur l'activité du travail du sexe, que ce soit les services de soins. Quand parfois nous accompagnons des travailleurs ou travailleuses du sexe dans les hôpitaux, eh bien, même s'ils sont dans le care, ces gens-là, on se rend compte qu'au final, parce que la personne est travailleuse du sexe ou parce que la personne est travailleuse du sexe et trans, ce qui augmente le stigmate, eh bien, ça devient compliqué. Compliqué non pas en termes de soins, mais en termes de savoir-être. Et on observe en tant que travailleur de terrain que finalement, la décrime permet d'avoir une forme de légitimité supplémentaire de parler d'un secteur qui maintenant va être reconnu aussi comme métier. Et du coup, on peut plus facilement encore parler de toutes ces difficultés qu'ont les travailleurs du sexe. Mais je pense aussi que dans la façon dont la société parle du travail du sexe, on n'y est pas encore. Chaque citoyen a un devoir qui est celui de lutter contre la stigmatisation de ces personnes. Une des premières insultes qu'on entend, c'est « fils de pute », c'est « putain de ta mère », qui sont banalisées, mais qui parfois sont une souffrance énorme, bien plus forte que celle d'un client pas sympa, que celle de gens qui passent dans la rue et qui crachent sur la vitrine parce qu'ils trouvent que la fille en vitrine n'a pas à être là. Cette manière d'être, de parler de cette activité, eh bien, ça génère vraiment dans notre manière de penser que finalement c'est une activité qui n'est pas digne et qui n'est pas finalement légitime dans notre société. Les stéréotypes ont la peau dure. Souvent, l'image de la prostituée est celle de la femme migrante qui arrive par des filières et se retrouve contrainte à exercer la prostitution, ou bien celle de la jeune fille déchue, dont la vie va être ponctuée d'une série d'événements malheureux et qui deviendra prostituée pour pouvoir s'en sortir. Ces stéréotypes, ils se basent en partie sur le vécu des prostituées, mais ils ont également des effets sur les droits que la société accorde aux TDS. C'est notamment ce que la chercheuse Sophie André m'a expliqué. Elle travaille depuis plus de 8 ans sur la question du phénomène prostitutionnel et du travail du sexe, et je suis allée la rencontrer sur le campus du Sartillement de l'université de Liège. Il a fallu un petit peu plus de temps avec le... Dans la population, forcément, on va retrouver une variété de stéréotypes par rapport non seulement aux personnes qui exercent, à leurs caractéristiques, leur parcours de vie, mais alors au-delà de ces stéréotypes, on va avoir toute la question du stigmate et de l'impact du stigmate. C'est-à-dire que tous ces stigmates relatifs à la moralité vont impacter aussi la place qu'on va accorder aux personnes qui exercent cette activité. Non seulement en termes d'individu, qui est un citoyen à part entière, qui a une voix, qui a des droits, et évidemment des obligations qui vont être afférentes, mais c'est surtout à ce niveau-là, en termes d'accès aux droits de tout un chacun, notamment aux droits du travail, à la protection sociale, etc., qu'on va retrouver le stigmate très fortement, et alors, évidemment, toute la disqualification dont elles vont faire l'objet, manque de crédibilité, discrimination à l'emploi, discrimination au logement, toute une série de petites conséquences qui, mises bout à bout, vont créer des véritables freins en matière d'existence, en fait. Et est-ce que la décrime pourrait également jouer un rôle dans la déstigmatisation de la prostitution ? Alors ça, c'est le grand pari, entre guillemets, des porteurs de cette réforme et de la décriminalisation, c'est d'essayer d'envisager la question de se dire qu'un changement législatif peut influer sur les normes et les attitudes de la population à l'égard de certains phénomènes. Alors, est-ce que ça va être le cas
Ça, c'est une question qui reste entière. En tout cas, symboliquement, on ne peut pas nier que le changement législatif n'envoie pas un signal sur le fait qu'on accorde une place à ces personnes. On accepte qu'une telle activité puisse être effectuée à titre professionnel, ce qui était déjà le cas, mais qui n'était pas un message clairement réaffirmé depuis des décennies où on avait changé la législation en la matière. Depuis 1948, plus précisément, lorsque le projet de loi Isabelle Blum est adopté. C'est une des premières femmes élues au Parlement belge qui porte cette loi, qui supprime alors la réglementation de la prostitution en Belgique, mais le proxénétisme et le racolage restent incriminés. Même si Sophie André appuie donc sur le fait que la décriminalisation de 2022 reste un symbole fort, un autre chercheur, qui étudie également de près la prostitution, notamment en Belgique, nuance quant à lui les effets potentiels de la décrime sur la stigmatisation de la prostitution. Donc moi c'est Renaud Mas, je suis sociologue, je suis prof à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles et puis à l'Université de Mons. Alors moi je pense par rapport au stigmate de la putain, comme on l'appelle dans la littérature, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, une décriminalisation, une régulation du système peut avoir des effets absolument négatifs de renforcement du stigmate, tout comme elle peut aider à diminuer le stigmate. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que la base d'une régulation, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle autorise tout un pan de l'activité, mais du coup, elle va aussi désigner toute une série d'activités comme étant hors du cadre autorisé. Et ça, en fait, ça peut paradoxalement renforcer la stigmatisation de toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le cadre, et ça peut augmenter le stigmate général vis-à-vis des personnes prostituées. On l'a vu par exemple assez fort aux Pays-Bas, où en fait la régulation de la prostitution s'accompagnait vraiment de discours extrêmement violents vis-à-vis des personnes qui faisaient pas l'effort de rentrer dans les règles et qui étaient délinquantes, toxicomanes, etc. Et on voit aujourd'hui que le parti d'extrême droite, qui est premier parti du pays, a un discours extrêmement putophobe, tout en remettant pas du tout en cause le principe de régulation de la prostitution. Donc on voit que une décriminalisation, une régulation, ça veut pas forcément dire une amélioration des discours politiques ou des représentations collectives vis-à-vis des personnes prostituées et des TDS. Sophie André et Renaud Mas ont tous les deux participé à une récente recherche interuniversitaire menée entre la KU Leuven, les universités de Mons et de Liège. L'étude est en cours de finition et elle a pour objectif d'analyser les premières retombées de la décriminalisation sur le phénomène prostitutionnel. Ce que les chercheurs ont pointé du doigt, c'est notamment une série de manquements liés à cette décrime. Cette étude elle est partie de la volonté des pouvoirs publics d'essayer de voir si la réforme avait pas oublié quelques aspects. Et en fait, pour moi, ce qui vraiment pose question, c'est la coordination qui est relativement inexistante entre ce que font les autorités publiques et tout ce qui est indispensable pour être dans une situation régulière, mais qui n'est pas géré par les autorités publiques directement. Le premier exemple évident, c'est l'accès aux banques et l'accès aux sociétés d'assurance quand on est travailleuse-travailleur du sexe. Là, c'est une gageure, quoi. Deuxième élément qui est largement pointé dans l'étude, c'est en fait l'absence de coordination entre les niveaux de pouvoir. Ça, c'est typiquement belge, mais ça a une conséquence très concrète, c'est que ce que le fédéral décide peut être déconstruit par une politique locale à l'échelle communale. Et d'une commune à l'autre, on a des politiques qui peuvent varier du tout au tout. Pour vous donner une idée de l'absurdité de la situation, si vous prenez Saint-Josse et Schaerbeek, c'est la même zone de police, il y a une commune qui autorise complètement la prostitution dans un cadre régulé, il y en a une qui la réprime très clairement. Du coup, les policiers, d'une rue à l'autre, lorsqu'ils changent de trottoir, doivent changer leur attitude par rapport aux personnes qui se prostituent. Évidemment, ça fait un fouillis incroyable et ça fait aussi des risques d'arbitraire très très grands. Alors, troisième enjeu qui est assez clairement pointé, c'est le déplacement de l'activité prostitutionnelle vers le web.
C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de prostitution de rue aussi, parce que les pouvoirs publics répriment de plus en plus la prostitution de rue, parce que ça donne une mauvaise image, etc. La prostitution sur le web qui pose au moins 3 problèmes. Le premier, c'est que c'est une prostitution où les personnes prostituées, les TDS, sont vachement plus isolés. Et donc, il y a beaucoup moins de mécanismes de soutien par les pairs. Par exemple, signaler qui est un client dangereux, ce genre de choses, ça existe beaucoup moins. Deuxième problème, les associations d'accompagnement, c'est beaucoup plus difficile pour elles d'avoir accès. Mais il y a aussi un enjeu très concret qui est qu'une partie de cette activité professionnelle se développe hors du territoire belge, puisque les sites sont internationalisés, sont parfois hébergés à l'étranger. Et donc là, comment est-ce qu'on vérifie l'application de ce qui a été mis dans le code pénal, à savoir par exemple qu'une personne qui se prostitue est la seule autorisée à faire sa propre publicité? Ça devient un enjeu assez compliqué en tout cas à mettre en place. L'autre question qui se pose, Sophie André, c'est la question de savoir finalement en quoi cette décriminalisation, elle colle encore à la réalité du terrain actuel, à la réalité de ce secteur. Et à la manière justement dont les formes visibles sont de plus en plus discrètes. On a un passage dans un secteur en ligne, privé, etc. Et donc, par rapport à ce secteur-là, la décriminalisation, elle ne change rien. Est-ce que ça signifie en partie que cette réforme, elle n'a pas été pensée depuis le terrain ? Je pense en tout cas qu'elle a été pensée partiellement par le terrain. Vous avez notamment Utsopi qui a beaucoup œuvré à cette décriminalisation, mais ce terrain, il est limité. Est-ce que pour autant, ça veut dire que cette petite proportion ne mérite pas qu'on se penche sur son cas? C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais se pose maintenant la question de comment ce qui va venir après la décriminalisation va pouvoir s'appliquer à tout un secteur qui est encore extrêmement méconnu et invisible, non seulement pour les autorités, mais aussi pour les chercheurs, les associations de terrain, etc. Or, c'est la connaissance du terrain et la collaboration entre les autorités et les associations sur ce terrain qui permettent aussi de mieux lutter contre un autre enjeu crucial du milieu prostitutionnel, plus sombre, à savoir la traite des êtres humains. Bien avant le passage de la décriminalisation, pendant les travaux menés en commission parlementaire, les détracteurs de la décrime tiraient déjà la sonnette d'alarme lors de manifestations ou dans des cartes blanches. Parce que selon eux, la réforme allait de facto décriminaliser le proxénétisme et augmenter les situations d'exploitation. Parmi ces détracteurs, on retrouve notamment des associations féministes abolitionnistes qui visent donc à abolir la prostitution, notamment en soutenant des modèles de criminalisation du client ou des tierces parties. Ces associations regrettent de ne pas avoir été consultées pour l'élaboration des textes de loi, comme me l'a expliqué l'association Isala. Je suis Myria, je suis la directrice d'Isala. Isala est une association de terrain qui vient principalement en soutien des personnes en situation de prostitution. On les rencontre sur 2 lieux de prostitution à Bruxelles. Nous, ce qu'on voit quand on sort à Isère, quand on sort à l'avenue Louise, quand on se promène dans les rues d'Escarbec, des Saint-Josse, c'est que la majorité des femmes qui sont dans la rue, elles sont d'origine migrante. Elles sont venues en Belgique en cherchant des meilleures conditions de vie. Elles sont dépendantes des revenus de la prostitution. On n'en a pas rencontré une seule qui nous dit « Pour moi, la prostitution, c'est un projet de vie ». Elles nous disent toutes « Je veux un travail normal, je veux une vie normale. La prostitution, je le fais parce que j'ai besoin de l'argent ». Les personnes qu'on reçoit, elles n'ont pas la possibilité de pouvoir quitter la prostitution quand elles le veulent. Il est fondamental de savoir de quoi on parle quand on parle de décrime, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup depuis 2022, même un peu avant. Factuellement, c'est que la Belgique a fait en 2022, avec la réforme du code pénal qui a touché plein de volets, et entre ces volets-là, la prostitution, c'est une décriminalisation du proxénétisme. Avec cette loi, la Belgique elle est de nouveau dans une violation en fait, du droit international, notamment de 2 conventions, la Convention pour la suppression de la traite et la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est des conventions des Nations Unies qui en fait définissent d'un côté c'est quoi le proxénétisme, et là on voit qu'embaucher quelqu'un pour sa prostitution, en vue de sa prostitution, ça doit être sanctionné par la loi. Or, c'est exactement ça que la loi sur le statut salarié légalise en fait.
Et donc, ça nous inquiète beaucoup parce que ça va faire qu'il y ait moins des protections. Donc, juridiquement, on a moins d'instruments pour pouvoir protéger les personnes prostituées et les personnes qui ont été victimes de traite et qui sont victimes de proxénétisme par après. De l'autre côté, qu'est-ce que ça va faire pour toute l'industrie de la prostitution, tous les trafiquants, tous les proxénètes qui se disent maintenant la Belgique elle est favorable à ces profils-là. Évidemment, ça va faire un appel, ça va faire monter les marchés des prostitutions, ça va faire monter les nombres des victimes de traite. Et pour nous, il y a aussi l'effet normatif que cette loi a eu en Belgique. Ça normalise le fait qu'il y ait des femmes qui se prostituent pour pouvoir payer leur fin des mois, qui survivent dans la prostitution. Et donc, au lieu de dire, en fait, il faut s'attaquer aux raisons pour lesquelles cette femme, elles entrent dans la prostitution, on va dire que maintenant c'est normal, c'est acceptable par la société. Et ça, pour nous, c'est clairement incompatible, en fait, avec un projet de société où on veut vraiment une égalité entre les femmes et les hommes. Ni la décriminalisation, ni la loi de contrat de travail ne semblent convaincre les associations féministes abolitionnistes. Et concernant la banalisation de la prostitution, le sociologue Renaud Mas, qu'on entendait juste avant, s'est également penché sur la question, plus particulièrement sur les effets potentiels que cette banalisation pourrait avoir chez les jeunes. Une des critiques qu'on fait beaucoup à la décriminalisation est finalement, est-ce que ça risque pas de banaliser la prostitution à tel point que des jeunes vont choisir de faire ça ? C'est une question qui est intéressante à aborder parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a pas mal de stats assez préoccupantes qui montrent qu'on a une augmentation de la prostitution des jeunes, des tout jeunes, en ce compris des mineurs d'âge. Et la question se pose vraiment du coup, est-ce qu'on ne va pas encore amplifier ce phénomène ? Là, je pense qu'il faut être assez attentif à toutes ces situations de prostitution de très jeunes. Elles sont liées très très peu au discours sur la prostitution. Elles sont plus liées à des problèmes de précarité des jeunes. On a vraiment une augmentation de la précarité des jeunes en Belgique. Et donc, plutôt que de poser la question en termes de est-ce qu'on ne banalise pas, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un phénomène de précarisation dont l'accès à la prostitution est une des manifestations. Et quand on fait des études d'opinion auprès des jeunes, on se rend compte qu'ils sont effectivement, en grande majorité, beaucoup plus fermés sur la question de la prostitution. En fait, il n'y a pas d'effet notable sur les jeunes qui se disent « Ah oui, c'est bon, maintenant, je veux me payer un sac Louis Vuitton, hop, je me prostitue ». Ça, c'est vraiment une fable qui est très dangereuse parce que, de fait, elle permet de ne jamais poser le vrai problème, qui est un problème de précarisation d'une frange de la jeunesse en Belgique. Dans le milieu prostitutionnel, on sent que ces critiques polarisent les camps. Les progressistes d'une part, les abolitionnistes de l'autre qui, comme Isala, souhaiteraient mettre fin au parcours législatif entamé en Belgique et mettre en œuvre une politique de soutien, de protection et de sortie des personnes prostituées. Mais parmi les TDS et les associations de défense de leurs droits, on ne comprend pas les revendications abolitionnistes. Je m'appelle Aifi. J'ai été travailleuse du sexe pendant 4 ans, dans le cadre du travail du sexe étudiant, Et j'ai plutôt toujours considéré cette activité comme étant en complément à d'autres choses, avec des périodes où c'est plus ou moins présent dans ma vie. Les mouvements abolitionnistes, pour moi, c'est clair qu'ils ne mènent pas à la libération des travailleuses du sexe. En tout cas, je suis persuadée que c'est avec plus de droits et du coup de la reconnaissance qu'on arrive aussi à lutter effectivement contre la traite, par exemple, puisqu'on est en mesure de faire la différence. Le fait que toutes ces questions-là soient inscrites dans la loi, ça déstigmatise. Il y a une question culturelle, de représentation et de reconnaissance qui est très importante. Et puis même, c'est des choses qui ont été prouvées aussi. Il y a eu beaucoup de recherches de fait par rapport aux violences faites contre les travailleuses du sexe depuis, en France notamment, le passage au modèle suédois, où on voit bien que la courbe est en hausse en ce qui concerne les violences. Donc. La question de la décriminalisation du travail du sexe. Guillaume Lautrec, directeur de la SBL Alias. Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Amnesty International, la plateforme internationale du planning familial, la Strada Internationale, qui est la plus grande organisation de lutte contre les traites des êtres humains. Toutes ces organisations sont claires, il faut décriminaliser le travail du sexe. La Strada Internationale dit « La meilleure manière de lutter contre la traite des êtres humains, c'est de décriminaliser le travail du sexe ». Les 3 organisations belges de lutte contre la traite étaient pour la décrime. Donc il y a, du point de vue rationnel des organisations qui se penchent sur le droit des personnes,
un consensus. Il faut plutôt voir la décriminalisation, Isabelle Jaramillo, coordinatrice chez Espace P, comme un levier pour lutter contre la traite, parce que justement, le fait de décriminaliser permet de sortir de l'ombre tout un secteur, permet justement à ce secteur de bénéficier de droits, d'avoir une légitimité d'action aussi en termes de protection et de défense de ses droits fondamentaux, ce qui n'était pas possible vu qu'on ne pouvait pas faire la promotion de l'activité et encore moins être reconnu dans le cadre d'un statut professionnel. La question de la traite des êtres humains a été abordée sous toutes les formes lors des auditions parlementaires. Ça a été le discours des partis de dire ça va être la porte ouverte à des entreprises internationales qui vont ouvrir des méga bordels comme en Espagne, où il y a des grands bordels comme ça de plus de centaines de TDS et tout. Toutes les personnes vont être victimes de traite, etc. Quand on a discuté de tout ça avec les centres de lutte contre la traite des êtres humains, ce qu'ils nous ont dit, c'est que le problème de la traite des êtres humains n'est pas inhérent au nombre de personnes qui sont employées, mais sont inhérentes en fait au système mafieux et d'exploitation qui est mis en place. Qu'à partir du moment où un système de traite des êtres humains veut s'insérer dans un secteur professionnel, il le fera. Par contre, au plus on pose des garanties pour que ce secteur puisse exercer de manière visible, légale, de manière safe, en termes de sécurité, de travail, d'emploi pour les travailleuses du sexe, au plus il y aura un système de contrôle contre les exploitants potentiels de personnes dans le cadre de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Et ça, c'est un prisme dans lequel les abolitionnistes ne peuvent pas rentrer, tout simplement parce que si elles rentrent dedans, elles cautionneraient la reconnaissance de l'activité du travail du sexe comme étant une activité professionnelle et donc une activité légitime ou louable pour la personne qui l'exerce. Et ça, c'est impossible pour les abolitionnistes de penser comme ça. On se retrouve donc face à un mur avec d'un côté des politiques abolitionnistes et leurs conséquences en termes de précarisation, de violence et d'accès aux soins de santé pour les personnes qui se prostituent, et de l'autre des politiques libérales comme la décrime, qui donnent plus de droits au TDS et étouffent en partie le stigmate, mais qui provoquent également un statu quo pour une part de la population qui exerce cette activité. La professeure et chercheuse Sophie André de l'Université de Liège explique que l'enjeu en Belgique, dans les années à venir, il va surtout porter sur les financements des services de première ligne qui luttent contre les formes d'abus et les réseaux de traite, sans oublier la question de la sortie de la prostitution. Moi, la question qui me taraude, c'est de se dire, oui, mais qu'est-ce qui a été mis en place par des politiques d'abolitionnisme pour sortir et offrir des alternatives à cette activité. Et ça, je pense que la question des offres alternatives, elle n'est même pas que pour les abolitionnistes, elle doit se poser aussi pour un système tel que le système belge qui en viendrait à décriminaliser l'activité. Et c'est là que la distinction doit être posée et que des terrains d'entente et d'écoute doivent être aussi créer pour pouvoir justement essayer de créer ces alternatives aussi à une activité qui peut être dommageable pour la personne qui l'exerce. Et donc on ne peut pas non plus entrer dans un espèce de délire idéologique qui dirait mais non, cette forme d'activité c'est comme être caissière dans une grande surface. Non, ce n'est pas le cas.